Bonjour, je vais vous présenter les liens entre l'amour et le quotidien au cinéma. Je travaille de manière plus générale sur la figuration du quotidien, de la vie quotidienne au cinéma, sur le banal, l'ordinaire, la répétition, le trivial, dans des films de facture plutôt réaliste. Et donc, je me trouvais bien démunie au début, quand il a fallu que j'écrive quelque chose sur les rapports entre l'amour et le quotidien. Puisque le quotidien est de l'ordre du prosaïque, il semblerait s'opposer, du moins dans le domaine de la fiction, fiction traditionnelle, avec ce que l'on représente habituellement de l'amour. Il est contre l'événement, contre l'extraordinaire, peut-être donc contre le coup de foudre, ce qui va faire sortir la personne amoureuse de son état quotidien. Je cite par exemple Barthes dans les fragments d'un discours amoureux, dans son article sur le coup de foudre, qui dit « L'épisode hypnotique, dit-on, est ordinairement précédé d'un état crépusculaire. Le sujet est en quelque sorte vide, disponible, offert sans le savoir au rapt qui va le surprendre. De même, Werther nous décrit assez longuement la vie insignifiante qu'il mène à Valheim avant de rencontrer Charlotte. Point de mondanité, du loisir, la seule lecture d'Homère, une sorte de bercement quotidien, un peu vide, prosaïque, il se fait cuire des petits pois. » On voit ici que le sujet en attente de l'amour est dans la quotidienneté et que c'est l'amour qui va le faire sortir du quotidien. Que se passe-t-il quand le cinéma filme le quotidien d'un couple, la vie conjugale? Est-ce que le cinéma le filme beaucoup et comment? C'est la question que je me suis posée en m'interrogeant d'abord sur des enjeux esthétiques, comment représenter le rythme répétitif de la vie quotidienne d'un couple, et puis ensuite, d'un point de vue anthropologique, qu'est-ce qui se montre du quotidien d'un couple au cinéma, et qu'est-ce qui nous fait réfléchir à nous spectateurs que veulent nous montrer les réalisateurs. Je me suis donc intéressée à 4 films. Le premier étant un film de Maurice Pialat de 1972, Nous ne vieillirons pas ensemble, dans lequel Jean et Catherine sont amoureux, mais vivent une relation qui est adultère, puisque Jean est déjà marié, bien que sa femme accepte qu'il est une amante. Et donc on va suivre 3 ans, de manière un peu dissolue, 3 ans de la vie de ce couple, qui ne cesse de se déchirer, bien qu'ils n'habitent pas ensemble, et leur quotidien est fait de disputes qui s'enchaînent dans des lieux différents. Je me suis intéressée ensuite aux scènes de la vie conjugale de Bergman, qui est un film de 3 heures, mais monté à partir de 6 épisodes qu'il avait fait pour la télévision suédoise. Et donc ça peut être plus intéressant si vous aviez envie de voir les épisodes séparément, puisque l'étirement du temps est beaucoup plus efficace dans la durée de la série télévisée pour filmer le quotidien de ce couple qui, dans les 2 premiers épisodes, semble vivre une vie conjugale idyllique, parfaite. Ils sont vus comme un modèle du couple heureux et amoureux qui vit en harmonie. Et ce n'est qu'à partir du 3e épisode que va se déliter cet idéal. Ensuite, j'ai travaillé sur L'économie du couple, un film plus récent de Joachim Lafosse, réalisateur français, dans lequel on voit dès le début un couple cohabiter dans une maison, mais qui est déjà en cours de séparation. Et donc le film va enchaîner les scènes extrêmement violentes du point de vue du dialogue de ce couple qui se sépare, obligé de cohabiter pour l'instant dans le même espace, donc dans un huis clos. Et enfin, dernier film, Patterson de Jim Jarmusch, sorti également en 2016, qui cette fois-ci propose une vision de l'amour conjugal, plus apaisée peut-être, et qui va s'inscrire réellement, la structure du film, s'inscrire réellement dans le rythme du quotidien en filmant 7 journées de la vie de Patterson et de sa femme Laura. Cette liste, elle est volontairement courte, cette liste de films, elle n'est pas représentative de ce que peut être la vie conjugale au cinéma, parce qu'il y a bien d'autres explorations possibles, mais elle va nous donner quelques aperçus et permettre de répondre aux questionnements que j'ai proposés plus haut. Je précise juste, bien sûr, que les 4 films ici sont réalisés par des réalisateurs, des hommes occidentaux, blancs, et qu'ils mettent en scène des couples qui leur ressemblent. Donc des couples hétérosexuels, blancs, occidentaux, de classe moyenne, plus ou moins, voire bourgeoisie. Dans un premier temps, je vais juste faire un rapide contour de la figuration du quotidien dans ces films. Comment est-ce que je peux me permettre de parler de récits du quotidien en étudiant l'ancrage dans le quotidien
de ces récits. Parce que ces récits se concentrent dans un premier temps autour de gestes quotidiens triviaux qui sont répétés et qui viennent structurer les récits. Dans le cas de scènes de la vie conjugale, de l'économie du couple ou de Patterson par exemple, les trois couples habitent le même espace et l'on voit au fur et à mesure du film se répéter les mêmes scènes. C'est donc cette structure de répétition qui vient signaler que nous sommes face à une vie conjugale quotidienne. Donc répétition de scènes de repas, répétition de scènes de coucher, de lever, petit déjeuner, etc. Et la caméra reste le plus souvent à l'intérieur de la maison, comme c'est le cas notamment, plus particulièrement dans l'économie du couple, où l'on ne va jamais à l'extérieur. Donc on voit qu'il y a un ancrage très fort de ces films dans la temporalité du quotidien qui s'inscrit dans une répétition. C'est aussi dans des espaces que vient s'inscrire le quotidien, puisque les personnages se retrouvent toujours dans les mêmes espaces. Alors là, on a quelques scènes de repas dont je parlais tout à l'heure. Ici, scène de repas aussi dans les deux derniers films. Et donc, je vous ai parlé de la journée de Patterson qui était filmée toujours de la même manière et avec les mêmes unités de plan, le lever, le départ au travail, le Patterson qui écrit dans le bus tous les matins. Le soir, il va au bar de son quartier. Et cette scène se répète tout au long du film pendant donc 7 journées qui viennent structurer le récit. Lorsqu'un événement exceptionnel se produit dans la vie de ces couples, on ne peut pas exactement parler non plus de sortie du quotidien, comme si tout à coup le récit allait embrayer sur autre chose. C'est par exemple le cas dans Scène de la vie conjugale, lorsque Marianne choisit d'avoir un avortement et que son mari vient la voir à l'hôpital, lui demande si tout va bien, elle a l'air visiblement sous le choc, mais qu'il lui répond que ça ira mieux demain, que dans une semaine, elle aura tout oublié. Cut, ensuite, on la voit seule, et puis le début de l'épisode suivant la montre quelques semaines plus tard, on ne sait plus rien de l'avortement, on n'en reparlera plus, comme si peut-être tout avait été oublié. Les événements viennent donc ponctuer le quotidien des personnages, mais sont toujours ramenés à un statut de micro-événement. Cela me permet donc d'interroger le rythme, la temporalité de la vie conjugale de ces personnages, pour me demander ce que devient l'amour entre ces couples lorsqu'il est aux prises avec l'itératif de la vie quotidienne, avec la répétition. Il faut bien l'avouer, dans le corpus que j'ai choisi, si vous avez vu les films, il y en a 3 qui sont particulièrement pessimistes sur l'image qu'ils donnent à voir de la vie conjugale. Ce sont le film de Joachim Lafosse, celui de Bergman, mais aussi celui de Piala. C'est donc ce qui m'a interrogée. Pourquoi, qu'est-ce qui intervient dans le quotidien de ces couples pour qu'ils finissent par éclater à la fin, puisque les 3 se finissent par une séparation, à la différence de Patterson. Ce qui marque donc à la vue de ces films, c'est l'aliénation face à laquelle sont les personnages. En effet, ce qui aliène tout d'abord les personnages dans un premier temps, c'est un sentiment d'ennui qui est relevé par plusieurs d'entre eux. Alors, par exemple, c'est Johan dans Scène de la vie conjugale qui dit à sa femme qu'ils vivent dans un univers clos, étouffant, et qu'il n'en peut plus d'attendre que cet univers éclate. C'est également Marie et Boris qui parlent d'un quotidien qu'ils ne supportent plus, de gestes répétés qu'ils ne parviennent plus à accepter et à continuer à reproduire. L'espace du couple, que ce soit celui de la maison ou celui des lieux où se déplace le couple, est désigné comme le lieu d'une incommunicabilité. En effet, c'est la crise qui est la scène la plus répétée dans plusieurs films, le dialogue qui n'arrive pas à aboutir, qui n'arrive pas à se faire, puisque les personnages n'arrivent pas à interagir les uns avec les autres. Et c'est cette incommunicabilité dans l'amour qui devient le quotidien de la vie conjugale des personnages. Dans les 3 films dont j'ai parlé précédemment, la parole, elle échoue à transcrire les émotions des personnages. Ou au contraire, lorsqu'elle y parvient, elle le fait beaucoup trop violemment, une violence qui se déporte, on le verra après, envers les femmes principalement. Chez Bergman, par exemple, au début de la série, on assiste à une dispute d'un couple d'amis des 2 protagonistes centraux.
Et Johan et Marianne se félicitent ensuite en faisant la vaisselle et discutent de cette dispute d'amis à laquelle ils ont assisté. Et Marianne dit « Je sais pourquoi Katharina et Peter ne s'entendent pas, c'est parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils ne parlent pas le même langage, ils ne peuvent pas se comprendre. » Et puis ils se félicitent tous les deux, disant « Mais nous pouvons parfaitement réussir à nous comprendre parce que nous parlons le même langage. » Or, 2 épisodes plus tard, c'est Johan qui avouera à Marianne qu'il a une liaison depuis quelques mois et qu'il a cherché la manière de lui dire. Et donc, ils ont une crise très violente. C'est surtout de lui que vient la violence, d'ailleurs. Et dans cette crise, il lui dit à plusieurs reprises à Marianne « Mais je ne sais pas comment dire, ça ne sort pas. De toute façon, le langage ne peut pas exprimer ce que je ressens. » Et on a bien ici une matérialisation de cette incommunicabilité qu'il croyait pourtant posséder. Il croyait posséder des capacités de communication exceptionnelles. Donc la crise dans ces films devient un motif structurant et on a affaire à plusieurs crises violentes qui viennent se répercuter le plus souvent contre les femmes. Et les crises violentes dans le langage deviennent aussi des comportements physiques violents. Certains personnages féminins se trouvent ici dans les couples violentés, donc prises par le bras, traînées dans l'appartement ou alors même violées, comme c'est le cas de Catherine dans « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Je conclurai donc en me demandant ce que nous montrent ces films à voir du point de vue du quotidien au cinéma. On pourrait parler peut-être d'un paradoxe tragique de cette quotidienneté, puisque le quotidien semble le lieu idéal de la permanence de l'amour du couple, mais en même temps, il incarne, dans les 3 films dont j'ai parlé, un étouffement social et psychologique. Est-ce que le cinéma viendrait donc nous signaler que l'amour au quotidien ne peut pas durer, ne peut pas se faire? C'est peut-être en tout cas ce que nous disent Piala et Bergman, qui insistent sur cette incommunicabilité dans tous leurs films. Et j'aimerais donc revenir, juste pour conclure en 2 mots, sur Patterson, qui propose peut-être, à l'inverse, une vision différente de la vie quotidienne et de la conjugalité, mais principalement parce que l'harmonie entre ce couple est peut-être permise par l'isolement que recherche le personnage principal de Patterson, qui, dans son bus, écrit de la poésie ou s'enferme dans un petit placard chez lui pour continuer à écrire le soir. C'est peut-être dans cet isolement et dans la pratique de l'écriture qu'il va réussir, écriture dans laquelle il retranscrit son quotidien, c'est peut-être dans cette pratique qu'il va réussir à justement s'éloigner de l'échec vécu par les 3 autres couples dont je vous ai parlé.